La grève dans les transports n'en finit plus. Déjà 10 jours de mobilisation et ce n'est pas fini, annoncent les syndicats qui prévoient de prolonger le mouvement pendant les vacances de Noël et au-delà. Les Parisiens sont au bord de la crise de nerfs et les Français très inquiets de ne pas pouvoir rejoindre leurs proches pour les fêtes de fin d'année. Point complet de la situation dans un instant. La 25e conférence des Nations Unies pour le climat s'est achevée ce dimanche à Madrid avec 42 heures de retard sans avancée significative dans la lutte contre le changement climatique. Refusée par le Brésil de Bolsonaro puis annulée par le Chili, cette COP qui se voulait la rampe de lancement d'une accélération des actions étatiques n'a pas été à la hauteur selon les organisations non gouvernementales. Un accord minimaliste a tout de même été trouvé. Quel est-il? Nous ferons le point dans un court instant. Et puis pour ce dernier journal de l'année 2019, nous dresserons un bilan de l'agenda musical de l'année écoulée et nous verrons quels artistes ont marqué 2019 et ceux qui ont déçu. Vous risquez d'avoir quelques surprises. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. La grève contre la réforme des retraites était reconduite ce dimanche 15 décembre à la SNCF partout en France et à la RATP en région parisienne. Il y avait en moyenne un Transilien sur 5, un TER sur 3, un TGV sur 4. À Paris, seules les 2 lignes automatiques du métro, la 1 et la 14, fonctionnaient normalement. Toutes les autres lignes étaient complètement fermées. Quant au RER, la circulation était au ralenti avec en moyenne 3 trains par heure. Et plus de drame à partir de 19 h. Autant dire que cette grève des transports est loin d'être terminée. Ces derniers seront encore très perturbés toute la semaine. Voyons tout de suite quelles sont les prévisions de trafic pour cette dernière semaine avant les vacances de Noël. Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les opposants à la réforme des retraites. À la veille d'une nouvelle journée de manifestation, la mobilisation sociale va ralentir à nouveau le pays ce lundi 16 décembre, en touchant notamment les transports ferroviaires. À la SNCF, la circulation sera perturbée sur l'ensemble du réseau. Selon les prévisions de l'entreprise, il faudra compter un TGV sur 3 en moyenne, un Ouigo sur 3, 4 TER sur 10, en partie remplacés par des bus, un Intercité sur 6 et 2 Eurostar Italie sur 3. Concernant la circulation des trains en Île-de-France, il faudra compter en moyenne un train sur 4 et notamment un RER sur 2 aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy, un RER B sur 3 en moyenne, avec une suspension de l'interconnexion en gare du Nord, une circulation réduite des RER C uniquement sur les lignes Austerlitz-Brétigny, Invalides-Hermont, Austerlitz-Massy et Austerlitz-Juvisy. Trafic limité sur le RER D, avec là encore une interconnexion suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon. Enfin, un RER E sur 3 sur les axes Haussmann-Chelles et Haussmann-Villiers-Tournant. Pour les Transiliens, il faudra compter un train sur 3. Du côté de la RATP, la journée s'annonce moins noire que ce dimanche où 14 lignes de métro étaient complètement fermées. Pour demain lundi, les lignes automatisées 1 et 14 seront ouvertes avec un trafic normal mais un risque de saturation entre 6h30 et 9h ainsi qu'entre 16h30 et 19h30 seront assurés un métro sur 3 sur les lignes 4 et 7. Un métro sur 3 sur la ligne 8 entre Créteil-Pointe-du-Lac et Reuilly-Diderot, un métro sur 2 sur la ligne 9 entre Nation et Mairie-de-Montreuil et 1 sur 3 entre Pont-de-Sèvres et Franklin-Roosevelt. La ligne 11, elle fera circuler un train sur 4 le matin seulement, tandis que la ligne 3 verra circuler un train sur 5 seulement l'après-midi entre Havre-Courmartin et Pont-de-Levallois. Quant aux lignes de tramway, elles seront légèrement perturbées. En revanche, le réseau de bus, lui, ne sera assuré qu'à 50%. Des transports en commun, donc encore très perturbés toute la semaine à venir, une grève consécutive, vous le savez, à la réforme des retraites. L'intersyndicale qui refuse la trêve demandée par le gouvernement a fait savoir que le mouvement social durerait pendant les fêtes de fin d'année. Sur le terrain, la tension monte d'un cran, notamment à Paris. Des voitures à l'arrêt, des coups de klaxon de toutes parts, 400 km de bouchons étaient décomptés en Ile-de-France ce vendredi 13 décembre au matin. Alors certains se croient tout permis, derrière son volant, un chauffeur de taxi constate de nombreuses incivilités, comme des feux tricolores régulièrement grillés. Cela a même empiré depuis le début de la grève, une situation tendue sur la route, mais aussi dans les transports en commun. Il y a peu de métro, alors les bus sont vite bondés et les vélos en libre service pris d'assaut. Et en obtenir un
relève parfois du parcours du combattant. Sur le quai du RER, il fallait jouer des coudes pour espérer obtenir une place dans un train ce vendredi soir et tant pis pour les autres usagers. Un usager d'ailleurs confiait « Ce matin, je n'arrive pas à monter dans la rame, personne ne m'a laissé passer. Les gens se bousculent, s'engueulent, bref, c'est très désagréable. » Il faut bien comprendre que les conflits entre usagers risquent de continuer. Aucune trêve n'est prévue pour Noël, a annoncé l'intersyndicale. Alors que la fréquence des bus, métros et tramways est fortement réduite, surtout en Île-de-France, des ethnographes et spécialistes de la psychologie sociale ont décrypté le comportement des adeptes du chacun pour soi et de ceux qui gardent malgré tout leur sang-froid. Voici le compte-rendu de leurs analyses. Veuillez ne pas gêner la fermeture des portes où le train ne pourra pas partir. Tel est le message que les usagers pouvaient entendre. Si vous avez pris les transports en commun à Paris depuis le 5 décembre, début d'une grève très suivie contre la réforme des retraites, vous avez sans doute entendu une variation de cette phrase et vécu la situation qui l'accompagne. Des voyageurs tentant de rentrer à tout prix dans une rame déjà pleine, bloquant parfois ceux qui souhaitent sortir et refusant de céder même si leur attitude empêche tout le monde de repartir. L'extrême perturbation du trafic semble faire voler en éclats les conventions sociales. En Île-de-France, seule une poignée de lignes de métro, tram et RER restent ouvertes sans accroc depuis le début du mouvement. Les autres sont fermées ou offrent des horaires, un parcours et un nombre de trains réduits, avec à la clé des scènes saisissantes, comme cette vidéo d'un journaliste du Youth Post montrant des passagers en venant presque aux mains pour monter dans ce qui était sans doute un des derniers RER de la journée. C'était lundi. Comment en arrive-t-on là? Comment expliquer certains comportements qui semblent à la fois impolis et contre-productifs pour tout le monde? Voici notre enquête. En premier lieu, déjà, des passagers habituellement disciplinés. En temps normal, les transports en commun sont loin d'être des zones d'anarchie. Au contraire, ils sont un bon terrain pour observer comment les normes de comportement se créent, explique Peggy Chekroun, professeure en psychologie sociale à l'université Paris-Nanterre. Le métro ou le RER ne sont en général pas des endroits très agréables, par conséquent des normes s'y créent pour que cela reste vivable. Les usagers réguliers les connaissent forcément, se placer à droite dans l'escalator pour laisser passer ceux qui montent les marches, ne pas se coller à son voisin dans une rame à moitié vide, ou encore laisser descendre les passagers avant de monter. Et si la RATP les encourage parfois par des affiches, elles s'appliquent surtout de façon spontanée, de crainte d'être mal évaluées par ses voisins si on ne se comporte pas bien. Ce phénomène, Stéphane Tonnelat, chercheur au CNRS et spécialiste de l'ethnographie des espaces publics urbains, l'a observé en 2012 dans le cadre d'une étude concrète commandée par la RATP. Il a filmé et observé les voyageurs monter et descendre des rames sur 2 lignes de métro parisien aux heures de pointe, mais dans une situation de trafic normale, très différente de celle d'une grève. Et la règle générale, laisser descendre avant de monter, est souvent transgressée. On voit souvent un système à 2 files, une qui descend, une qui monte. L'important est qu'il reste toujours un peu de place pour au moins une file qui descende. D'une manière générale, l'étude conclut à la rareté des conflits dans les métros, même bondés. Un seul sur plus de 700 épisodes observés. Les contacts physiques se soldant plutôt par un simple échange de regards ou une moue désapprobatrice. Le chercheur n'avait en revanche pas pu filmer les passagers du RER où les concentrations de voyageurs sont souvent plus élevées encore. Avec la colère, on ne regarde plus autour de soi. Tel est le deuxième constat. La pression normative est forte. C'est difficile de bloquer une porte en disant non, je prendrai ce bus ou ce métro, quand même le chauffeur vous demande d'abandonner. Que se passe-t-il alors dans l'esprit des personnes qui choisissent tout de même de transgresser cette règle? La personnalité joue alors probablement beaucoup, estime le chercheur, qui fait le lien avec une autre étude qu'il a menée dans le métro de New York, observant le comportement de jeunes lycéens qui découvraient ce milieu. Il y avait une question de confort dans les relations sociales. Les gens plus à l'aise avec les autres avaient plus de facilité à se conformer au code que ceux qui avaient une perspective très individualiste. Mais surtout, la pression sociale qui pèse sur les usagers ne se limite pas à celle qui s'exerce au moment précis où ils prennent le métro. On se déplace essentiellement pour répondre à des engagements sociaux, professionnels ou familiaux. Pas grand-chose, surtout quand les difficultés de circulation peuvent provoquer de la colère. Celle-ci pousse à se focaliser sur un seul élément. On ne regarde plus autour de soi et la prise en compte des signaux extérieurs est très inhibée.
Face à l'impressionnante scène de bousculade filmée par le journaliste du YouthPost, Laurent Beg-Shankland, notamment auteur du livre L'agression humaine, reconnaît une situation typique de frustration dans ces moments-là. Ces gens ont un but et un obstacle se dresse. Il semblerait que plus l'on se trouve proche d'un but, pour ces voyageurs à quelques centimètres, plus la frustration éprouvée quand on ne peut l'atteindre est intense. Dans ce contexte extrême, l'empathie qui pourrait exister envers ses compagnons de galère est contrecarrée par la compétition pour une même ressource entrée dans le terrain. Enfin, un sentiment de collectif face aux galères. Finalement, face à des perturbations rarement vues dans les transports en commun parisiens, la plupart des passagers conservent leur calme et leur respect du voisin. Le métro en période de forte influence crée un sentiment de communauté, de situation. Dans le reste de l'actualité, la COP25 s'est terminée aujourd'hui à Madrid avec 42 heures de retard par la signature d'un accord minimal avec des pays plus divisés que jamais sur des sujets clés. On fait le point sur ce qui est à retenir de cette conférence pour le climat. Elle aura été maudite jusqu'au bout, refusée par le Brésil, annulée par le Chili. La 25e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP25, finalement hébergée à Madrid, s'est achevée ce dimanche 15 décembre sur des avancées quasi insignifiantes. Elle s'est terminée sur un coup de marteau donné avec 42 heures de retard, du jamais vu dans l'histoire des négociations climatiques. La séance de clôture a été repoussée une quinzaine de fois par des États plus divisés que jamais sur différents sujets clés, en apparence techniques, mais ayant des conséquences politiques, une incapacité à avancer et à entrer dans le concret, en décalage avec l'appel constant des jeunes, des scientifiques, mais aussi des gouvernements eux-mêmes à agir face à l'urgence climatique. Cette COP25 s'achève sur un résultat mitigé, bien en deçà du niveau d'ambition auquel la science nous appelle. Grâce à une alliance progressiste de petits États insulaires et de pays européens, africains et latino-américains, nous avons arraché le moins mauvais résultat possible contre la volonté des grands pollueurs, juge Laurence Tubiana, l'architecte de l'accord de Paris sur le climat. Un relatif soulagement qui n'était pas partagé par les organisations non gouvernementales. Les gouvernements doivent repenser complètement la manière dont ils s'y prennent, car le résultat de cette COP, marqué par un délit de fuite des puissantes économies du carbone, est totalement inacceptable, a dénoncé Jennifer Morgan, la directrice exécutive de Greenpeace. L'esprit positif qui a donné naissance à l'accord de Paris semble être un lointain souvenir aujourd'hui à regretter. Quant à elle, Hélène Moonfond, vice-présidente du think tank américain World Resource Institute, la COP25, dont le slogan était Time for Action, le temps de l'action, se voulait la rampe de lancement d'une accélération de la lutte contre le dérèglement climatique, alors que les inondations, les ouragans et les incendies se multiplient partout dans le monde. Et justement, au chapitre des incendies, l'Australie n'en finit plus d'inquiéter la communauté internationale. Déjà plus de 3 mois que le pays est ravagé par les flammes, et en cette mi-décembre, c'est l'équivalent d'un pays comme la Belgique qui est parti en fumée. Depuis des mois, l'est de l'Australie est ravagé par des feux de brousse colossaux et incontrôlables, attisés par une vague de chaleur historique. Si le bilan humain reste modéré, près de 500 millions d'animaux ont sans doute déjà péri. On fait le point sur cette situation apocalyptique qui frappe ce pays pourtant riche. Les images satellites ci-dessus sont éloquentes. D'immenses panaches de fumée sont visibles au-dessus de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland, à l'est de l'Australie, et sont portés par les vents jusqu'en Nouvelle-Zélande et au-dessus de l'océan Pacifique Sud. L'Amérique du Sud devrait même être touchée dans les prochains jours. Si le feu de brousse est fréquent pendant l'été en Australie, les quelques 150 incendies qui ravagent les régions de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland sont particulièrement virulents pour le printemps austral, alors que l'été n'a même pas encore commencé. En cause, la sécheresse qui perdure depuis 3 ans, des vents soutenus et une vague de chaleur exceptionnelle qui favorise l'extension des incendies. Les températures ont atteint ou dépassé les records. 40,9 degrés à Melbourne, 44,3 à Laverton, 44 degrés à Lameroo et même 46,6 degrés à Nullarbor. En effet, la majeure partie de l'hémisphère sud extratropical, en particulier en Australie et dans la partie australe de l'Afrique, connaît actuellement des conditions plus sèches que d'habitude. Les 34 mois de janvier 2017 à octobre 2019 ont été les plus secs jamais enregistrés en Nouvelle-Galles du Sud, avec une pluviométrie inférieure de 35% à la moyenne. 6 millions de personnes sont concernées par ces feux de brousse historiques. La situation est devenue critique et en partie incontrôlable. Le chef du service d'incendie a déclaré aux médias que cela pourrait être la semaine de feux de brousse la plus dangereuse que le pays ait jamais vue.
Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré l'état d'urgence. Plusieurs personnes, elles sont décédées, environ 1 million d'hectares de terres agricoles, forêts et broussailles sont partis en fumée, ainsi qu'un nombre considérable d'animaux. Près d'1 millier de maisons ont été détruites et les feux progressent vers la grande banlieue de Sydney, la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud. Enfin, 600 écoles dans le pays sont fermées. Ce jeudi 12 décembre, c'était jour de vote de l'autre côté de la Manche. Les 46 millions d'électeurs britanniques étaient appelés à élire leurs 650 députés à la Chambre des communes, 3 ans et demi après le référendum sur le Brexit. Et c'est le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson qui a obtenu une majorité écrasante. Plus rien ne s'oppose au Brexit. Le Premier ministre britannique Boris Johnson est sorti vainqueur ce vendredi 13 décembre des législatives. Selon les premières projections, fort d'une majorité écrasante lui donnant les coudées franches pour sortir son pays de l'Union européenne le 31 janvier. Les résultats officiels leur donnent une majorité plus vue depuis Margaret Thatcher. Le Parti conservateur a une majorité avec 358 sièges à la Chambre des communes. Les travaillistes de Jeremy Corbyn s'effondrent en obtenant 203 sièges contre 262 lors des dernières élections. La défaite a été jugée extrêmement décevante par son bras droit John McDonnell qui l'a attribuée à la fatigue du Brexit. Un Jeremy Corbyn donc forcément très déçu. À Bruxelles, où les dirigeants européens sont réunis en sommet, la France a salué une clarification du flou dans lequel était plongé le Royaume-Uni. Arrivé au pouvoir en juillet et en se posant comme le sauveur du Brexit, Boris Johnson n'avait pas réussi à faire adopter par le Parlement l'accord de divorce qu'il avait négocié avec Bruxelles, faute de majorité à la Chambre des communes. Durant la campagne électorale, le dirigeant de 55 ans a promis de soumettre cet accord aux 650 députés nouvellement élus avant Noël, avec l'objectif de mettre le Brexit en œuvre fin janvier. Prévu le 29 mars 2019, le Brexit a été, rappelons-le, reporté 3 fois. Boris Johnson a bénéficié d'un coup de pouce du parti du Brexit, emmené par l'europhobe Nigel Farage, qui devrait faire chou blanc après s'être retiré des circonscriptions leur étant acquises pour ne pas diviser le vote pro-Brexit. Pour les pro-Union européenne, l'espoir d'empêcher le Brexit s'est évanoui avec la défaite du Labour et l'échec des libéraux-démocrates. Ces derniers avaient fait campagne pour stopper purement et simplement la sortie de l'Union européenne et devraient se contenter de 13 sièges. Un camouflet pour leur dirigeante Jo Swinson qui a été battue dans la circonscription d'East Dunbartonshire, dans l'ouest de l'Écosse, par le candidat indépendantiste écossais du SNP. Donald Trump a quant à lui félicité le Premier ministre britannique. La Grande-Bretagne et les États-Unis seront désormais libres de conclure un accord commercial massif après le Brexit. Cet accord sera potentiellement bien plus gros et lucratif que tout accord conclu avec l'Union européenne, a poursuivi le président américain. Après 10 mois d'une contestation populaire inédite ayant emporté le président Abdelaziz Bouteflika, les Algériens ont voté ce jeudi lors d'un scrutin marqué de tension. Le Hirak, mouvement de contestation inédit qui ébranle le pays depuis février, était farouchement opposé à ce scrutin, cher au pouvoir. Il exige la fin du système aux manettes depuis l'indépendance en 1962 et le départ de tous les anciens soutiens ou collaborateurs des 20 ans de présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Avant de connaître le verdict des urnes, retour sur une élection présidentielle sous tension. Pour dénoncer la tenue de cette élection, des dizaines de milliers de manifestants ont notamment envahi les rues du centre d'Alger. Si la police est brutalement intervenue pour empêcher tout rassemblement, les manifestants sont parvenus à faire nombre jusqu'à briser un cordon de police leur barrant l'accès au carrefour de la Grande Poste, lieu symbolique de rassemblement du Hirak. Un petit groupe de manifestants s'est ensuite introduit dans un centre électoral du centre-ville, entraînant une brève suspension du vote. Le vote qui a aussi été arrêté dès la matinée à Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira, principales localités de la région frondeuse de Kabylie à majorité berbérophone. À Béjaïa, un centre de vote a notamment été saccagé. À Bouira, une antenne locale de l'ANI a été incendiée. À Tizi Ouzou, les gendarmes ont tiré des grenades lacrymogènes pour repousser des manifestants tentant d'entrer au siège de la préfecture. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants qui ont fait plusieurs blessés dans les deux rangs se sont poursuivis en fin de soirée près du bâtiment, a indiqué un élu local. Initialement prévu pour le 18 avril dernier, le scrutin
scrutin devait voir la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel, mais des manifestations d'ampleur ont amené le président sortant, très affecté par la maladie, à retirer sa candidature et à reporter l'élection avant de démissionner de la présidence le 2 avril. Abdelkader Ben Salah a assuré l'intérim et annoncé la tenue de l'élection pour le 4 juillet 2019. Le 1er juin, le Conseil constitutionnel avait reporté l'élection sine die en septembre 2019, alors que les manifestations se poursuivaient. Le scrutin est à l'initiative de l'armée, fixé au 12 décembre 2019. Les 5 candidatures retenues sont celles de personnalités du régime. Le scrutin, boycotté par une large partie de la population, a enregistré une abstention record, plus de 60% du corps électoral, et un nombre de votes blancs record également, près de 13%. C'est finalement Abdelmadjid Tebboune qui a été élu dès le premier tour avec 58,13% des suffrages exprimés. Qui est ce nouveau président? On le découvre tout de suite. Vainqueur mal élu de la présidentielle contestée du 12 décembre en Algérie et considéré comme illégitime par le puissant mouvement de contestation, Abdelmadjid Tebboune est entré en fonction ce jeudi en prêtant serment lors d'une cérémonie solennelle à Alger. Main droite sur le Coran, M. Tebboune a prononcé la longue formule prévue par la Constitution, jurant notamment de respecter, de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'État, mais aussi d'agir en vue de la consolidation du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple. Élu au premier tour, M. Tebboune, 74 ans, succède ainsi formellement à Abdelaziz Bouteflika, dont il fut le Premier ministre et qui a été contraint à la démission par un mouvement populaire inédit en avril dernier dans un pays qui était révolté depuis plus de 10 mois. Auparavant, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fénich, a donné lecture de la proclamation des résultats définitifs consacrant l'élection de M. Tebboune avec 58,13% des suffrages, devant un parterre de dignitaires, notamment un important carré de haut gradé, dont le général Ahmed Gaïd Salah, 79 ans, le chef d'état-major de l'armée, et depuis avril le visage du haut commandement militaire qui a assumé ouvertement la réalité du pouvoir depuis la démission de M. Bouteflika. Ces élections qui ont eu lieu dans un climat calme et serein vont mener vers une Algérie nouvelle, comme l'a réclamé le peuple, a déclaré avant que M. Tebboune prête serment Abdelkader Ben Salah, qui assurait l'intérim à la tête de l'État depuis le départ de Bouteflika. Boycotté par le Irak, perturbé au point de ne pas pouvoir se dérouler dans la région frondeuse de Kabylie, le scrutin a connu la plus faible participation de toutes les présidentielles en Algérie, 39,38%, un chiffre remis en cause par la contestation et certains analystes qui l'estiment encore plus faible en réalité. M. Tebboune est un ancien fidèle de Bouteflika dont il fut longtemps ministre, puis l'éphémère Premier ministre avant d'être limogé au bout de 3 mois et d'entrer en disgrâce. Mais pour le Irak, ce fonctionnaire de carrière et authentique apparatchik reste un pur représentant du système à la tête du pays depuis son indépendance en 1962, système dont la rue veut se débarrasser. Les 58,13% de suffrages recueillis dès le premier tour cachent mal le fait que M. Tebboune n'a été élu que par 20% des inscrits. Il va devoir gérer une contestation inédite et toujours extrêmement massive au bout de 10 mois qui n'exige rien d'autre que le démantèlement total du système et le départ de tous ses représentants, des revendications catégoriquement rejetées jusque-là par le haut commandement militaire. Dès l'annonce de sa victoire, M. Tebboune a dit tendre la main au Irak, l'invitant à un dialogue pour une Algérie nouvelle et promettant notamment une révision profonde de la Constitution pour donner naissance à une nouvelle république. M. Tebboune a également promis à la jeunesse, principale composante du Irak, dans un pays où les moins de 30 ans représentent plus de 53% de la population, un nouveau gouvernement comptant dans ses rangs des ministres jeunes ne dépassant pas les 26 et 27 ans. S'il respecte la tradition, M. Tebboune devrait annoncer dans la journée le nom du Premier ministre chargé de lui proposer un gouvernement. Le passé et la personnalité de celui-ci sera scruté à la loupe par le Irak. En bref, la contestation au Liban se poursuit en même temps que la répression qui l'accompagne. Des dizaines de personnes ont été blessées dans des heurts survenus ce samedi 14 décembre dans la soirée à Beyrouth. Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants anti-pouvoir. Ces violences sont parmi les plus significatives depuis le 17 octobre et le début d'une contestation inédite au Liban. À 2 jours de consultations parlementaires organisées pour tenter de nommer un nouveau Premier ministre, des dizaines de manifestants
s'étaient rassemblés samedi dans le centre de la capitale pour dénoncer l'ensemble de la classe politique. Le mouvement populaire libanais, qui proteste contre une classe dirigeante jugée corrompue et incompétente, réclame un gouvernement composé exclusivement de technocrates et d'indépendants. Les manifestants ont notamment scandé des slogans contre le président du Parlement, Nabi Berri, ou le chef du gouvernement démissionnaire, Saad Hariri. Le Liban vit une crise sans précédent, avec la moitié de sa population qui pourrait à très court terme tomber sous le seuil de pauvreté. Si ses dirigeants en arrivent aujourd'hui à mendier des secours, c'est le résultat de décennies de politiques économiques désastreuses, mais aussi de la préférence du secteur bancaire pour le profit, au détriment d'une gestion prudentielle de l'argent des déposants, qui représente 3 fois la taille de l'économie nationale. Le résultat est une triple crise de balance des paiements, de dette souveraine et de faillite bancaire. Les pertes sont colossales. Et puis en France, un feu s'est déclaré dans la raffinerie Total de Gonfreville-Lorcher, près du Havre, mais a été maîtrisé avant de faire des victimes. Cet incendie sur un site classé Céveso en raison de sa dangerosité a ravivé les craintes des habitants de la région, déjà marquée par le récent incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, d'autant que l'usine, qui emploie 1500 personnes, avait connu ces dernières semaines 3 incidents majeurs, dont un départ de feu. En sport, 2 informations étaient à retenir. En ski, tout d'abord, le Français Alexis Pinturault a remporté à Val d'Isère son premier slalom depuis 5 ans en Coupe du Monde de ski et monte ainsi sur la première marche du classement général. Et en biathlon, lors d'une épreuve en Autriche, le Français Émilien Jacquelin est monté pour la première fois, lui aussi, sur un podium de Coupe du Monde. Martin Fourcade est lui arrivé à la 10e place. De la musique, à présent, alors que l'année 2019 touche à sa fin, découvrons en exclusivité dans ce journal qui sont les gagnants et les perdants de 2019. C'est parti. Un bébé pour 2020, un téléfilm à succès sur TF1, M. Pokora cumule les bonnes nouvelles. Côté musique aussi, dès sa sortie en avril, son album Pyramide, 5 ans après Raid et la parenthèse My Way, album de reprise de Claude François, occupe la première place des ventes et signe que Les Planètes, son premier single, était bien aligné. 200 000 exemplaires ont été écoulés, de très bon augure pour sa tournée pharaonique en cours. Et le rap a continué à régner en maître en 2019. Jul a même sorti 3 albums. Stratégie tout aussi payante pour Dadju. Poison ou Antidote, son album en 2 parties, s'est écoulé à près de 100 000 exemplaires. De leur côté, les étoiles vagabondes de Nekfeu sont restées accrochées 6 semaines à la première place, totalisant en fin d'année 430 000 exemplaires vendus. Quant au nouveau venu Nino, il a signé le hit de l'été, Elle est bonne sa mère. Parmi les autres artistes qui nous ont séduits cette année, Alain Souchon, avec son album Am 50s. La nostalgie, ça a du bon, surtout fredonné par le septuagénaire à l'allure juvénile qui, à peine son album dans les bacs en octobre, a commencé sa tournée. Bilan très positif aussi pour Jennifer. En 2018, la coach de The Voice changeait de maison de disque pour cet album Nouvelle Page, réédité en 2019, avec 4 titres bonus, dont le très bon On oublie le reste avec Kylie Minogue. Enfin, Renaud également a séduit. La voix est certes fatiguée, mais ses textes sur l'enfance débordent de poésie, d'humour et de tendresse. Dans son nouvel album, Les mômes et les enfants d'abord, la magie Renaud opère toujours. De bonnes surprises cette année avec Jean-Baptiste Guégan. Après avoir gagné la France un incroyable talent en 2018, le sosie vocal de Johnny Hallyday transforme l'essai avec des chansons signées Michel Mallory dans son album Puisque c'est écrit. Slimane et Vita s'illustrent également avec leur album Versus. Après avoir écrit et composé l'album, ils ont appelé Amel Bent, Camélia Jordana et Kenji Girac à leur côté. Les titres Ça va, ça vient et Avant toi sont déjà des tubes. Enfin, Eva Queen séduit elle aussi. Personne ne l'a vu venir. À 18 ans, elle est la révélation musicale de l'année. Son premier album Queen s'est écoulé à 110 000 exemplaires, un vrai carton. Quelques déceptions en revanche. Patrick Bruel tout d'abord. Alors que sa tournée qui célébrait 30 ans de Bruel Mania s'annonçait triomphale, le fait qu'il soit accusé d'éventuelle agression sexuelle est venu gâcher la fête. Son dernier album Ce soir on sort a été un fiasco. Tout comme
Madonna, avec son dernier album, Madame X, avec moins de 30 000 exemplaires vendus, son dernier opus a fait un flop en France, et la prestation pathétique de la reine de la pop à l'Eurovision n'a pas arrangé son image. Image pas non plus très glorieuse pour Lara Fabian, si la chanteuse a vendu 13 millions d'albums en près de 30 ans, le dernier, sorti en avril, intitulé Papillon, est sans surprise, et en novembre elle a annulé des concerts pour raisons de santé. Pour notre photo de la semaine, lumière sur celle dont la vie a basculé. Hier soir, samedi 14 décembre, à 22 ans, la Guadeloupéenne Clémence Bottineau a été élue Miss France 2020 devant près de 7 millions de téléspectateurs et elle compte bien faire entendre sa voix. Elle a déjoué tous les pronostics. À minuit 32, ce samedi 14 décembre, Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe, a succédé à la charismatique Vaimalama Chavez, en étant couronnée Miss France 2020 face à la très populaire Miss Provence, Lorua. Le score fut très serré, 31,95% pour l'étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne et 30,66% pour sa rivale. Plébiscitée par les téléspectateurs, Clémence Bottineau a réussi à tirer son épingle du jeu alors qu'on ne l'attendait pas. Pour preuve, le jury ne lui avait attribué que la 8e place de son classement sur les 15 candidates en finale. En outre, c'est la sudiste qui arrivait en tête des pronostics, elle dont les fans sont aujourd'hui très déçus. Il n'empêche, c'est bien Clémence Bottineau qui représentera l'Hexagone durant l'année 2020. Voilà, et puis dans quelques jours, la magie de Noël s'emparera de tous les esprits, des avalanches de lumière et de décoration déferleront sur les villes pour les draper de mille et une couleurs, suscitant l'émerveillement de tous. Exit les guirlandes traditionnelles blanches et monotones, désormais les villes rivalisent d'imagination, certaines faisant même appel à des scénographes pour proposer de véritables mises en scène urbaines ou effets spéciaux et prouesses techniques ont la part belle, tour du monde des villes les plus brillantes lors des fêtes de fin d'année. Et commençons notre tour du monde en partant à Tokyo. Ambiance magique et romantique dans la capitale du Japon pour célébrer en beauté et en brillance Noël. D'immenses arbres illuminés, des tableaux lumineux d'exception, la capitale nippone voit les choses en grand pour le plus grand bonheur des Tokyoïtes et des nombreux touristes venus assister à ces somptueuses festivités. De véritables œuvres d'art sont ainsi créées grâce à des milliers d'ampoules LED qui ornent pelouses, arbres, bâtiments, créant des paysages lumineux dignes de contes de fées, un musée à ciel ouvert. Même beauté de paysage du côté de la principauté de Monaco, qui se métamorphose pour aborder la fête de la nativité sous ses meilleurs auspices. Village de Noël, grande roue panoramique, patinoire, les attractions ne manquent pas, les décorations ne sont pas oubliées. Chaque année, les instigateurs rivalisent d'imagination et parviennent encore à surprendre et à enchanter les promeneurs. Du côté du Liban, l'antique cité méditerranéenne, savant mélange d'Orient et d'Occident, s'est fait fi des épreuves et ses habitants ont un sens de la fête exceptionnel. Noël est une fête prisée par toutes les communautés religieuses présentes et la capitale revêt ses plus beaux atours de lumière. Même dans les temps troublés où les coupures d'électricité étaient quotidiennes, sapins et lumière brillaient sans faillir, symbole d'un pays debout. La neige, les décorations, les lumières transfigurent la ville de Québec, au Canada, en un pittoresque village de Noël où l'on s'attend à chaque coin de rue à voir surgir le Père Noël sur son traîneau tiré par des rennes robustes. Déambulez donc dans les divers quartiers de la ville, l'esprit de Noël vous enveloppe, rehaussé par le son des cloches et des chants traditionnels. À Londres, dès le mois de novembre, c'est la course pour décorer les lieux, magasins, rues commerçantes, grandes places, avenues, bâtiments publics et même les habitations, d'Oxford Street à Covent Garden, en passant par Trafalgar Square et la célèbre enseigne Harrods. Toute la capitale britannique brille de mille feux. Les organisateurs ne lésinent pas sur les moyens, divertissements, concerts, spectacles ponctuent les semaines qui précèdent The D-Day. La renommée de cette manifestation dépasse de loin les frontières du Royaume-Uni. À Prague, la place de la vieille ville, souvent classée dans le top 10 des plus belles places du monde, regorge de joyaux historiques, tour de l'hôtel de ville et sa célèbre horloge, église Saint-Nicolas, église Notre-Dame du Thym et ses deux tours. Lors des fêtes de fin d'année, les nombreuses décorations et illuminations créent une ambiance féerique dans ces lieux de République tchèque chargés d'histoire, au style architectural varié et coloré. L'immense arbre de Noël qui trône chaque année provient d'une forêt tchèque. Déambulez donc un verre de vin chaud à la main, au son des nombreuses chorales qui entonnent des chants traditionnels.
Partons pour Vienne. Au mois de décembre, la capitale autrichienne se métamorphose. Une joyeuse effervescence s'empare de la ville et de ses habitants afin de perpétuer les nombreuses traditions de l'Avent. Défilés, marchés, illuminations, concerts prestigieux, tout est là pour que cette période soit magique, inoubliable en attendant la venue de Saint-Nicolas et de ses Krampus, créatures mi-homme mi-démon, puis celle du Christkind, l'enfant Jésus, le 24 décembre. Enfin, à Sydney, soleil, chaleur, ciel bleu, baignade et surf en plein mois de décembre, hémisphère sud oblige. En Australie, en fête Noël en été, un rituel. Les plages de Sydney sont prises d'assaut par des Pères Noël plus ou moins vêtus, mais avec au moins un élément de la célèbre panoplie de Santa Claus. Soleil et surf ne sont pas incompatibles avec tradition, la magie des lumières et des décorations colorées envahit les rues, les vitrines et les maisons. Et puis nous ne pouvons pas terminer ce tour du monde sans passer par Paris, la ville des Lumières, qui ne porte jamais aussi bien son nom que lors des fêtes de fin d'année. Arches lumineuses, flammes incandescentes, sapins multicolores, sublime. La plus belle avenue du monde et de nombreuses rues et quartiers de la capitale, sur les grands boulevards notamment, les vitrines des grands magasins sont une des destinations privilégiées pour les familles qui se hâtent de découvrir les magnifiques mises en scène orchestrées par des décorateurs talentueux, en passant naturellement par les galeries Lafayette et le célèbre arbre de Noël qui trône chaque année. Voilà de belles lumières pour terminer cette année 2019, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité depuis maintenant plus de 4 mois que nous sommes ensemble et je continuerai de vous informer en 2020 de la manière la plus complète mais aussi de manière assez synthétique afin de renforcer aussi bien évidemment l'efficacité de ces journaux. Je vous donne donc rendez-vous dès le 1er janvier 2020 pour un grand angle qui sera consacré au best-of de l'année 2019 et dès le dimanche 5 janvier, retenez bien cette date, dimanche 5 janvier pour le tout premier journal nouvelle formule de l'année 2020. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous, à très bientôt.